L'un des objets que tu as dit sorti un jour du moins de ta mallette, qui toi-même t'a marqué, c'est quoi? Je sais qu'un jour, je me rappelle, je me souviens où il y a une scène qui m'a marqué, parce que j'ai tellement fait des choses qui m'ont marqué moi-même, où on était dans une boîte de nuit chez Solo SS, en zone 4, et puis il y avait du monde. Les élections en Côte d'Ivoire se sont passées d'une manière très compliquée. Monsieur Alassane Ouattara, le président, est parti au deuxième tour avec Monsieur Laurent Gbagbo. Et puis, ma vie est rythmée à un film d'action. Donc moi, quand je suis quelque part, c'est le personnage qui se fait valoir partout où il est. Donc moi, je veux dire, la vie est un court-métrage. Chacun vient jouer sa partition et part. Et puis, je suis arrivé dans la boîte. Et puis, mon manager allait voir le propriétaire de la boîte pour dire à Solo que Ahmed Chala a un scénario. S'il fait ça, vous allez tellement rigoler. Ils vont dire c'est quoi il va faire encore. Laissez-le chanter. Donc, il y a le monde dans la boîte, la tension en Côte d'Ivoire, imagine, le deuxième tour des élections. Et puis, on m'invite sur la scène, je commence à chanter, mon danseur il danse. Et puis, j'ouvre la mallette, je la referme. J'ouvre la mallette, je la referme. Quand j'ouvre, je la referme. Et puis, je sors un t-shirt. Le premier t-shirt était le t-shirt où il y avait la photo du président Laurent Gbagbo. Je porte le t-shirt. On est dans une discothèque. Les gens crient dans les émotions. Les FPI, ça crie. Ils commencent à applaudir. Quand je porte le t-shirt, je remets la main dans la mallette. Quand j'ouvre, je la referme. Quand je sors le t-shirt, le deuxième t-shirt, celui d'Alassane Ouattara, je porte. La boîte est gâtée. Le propriétaire de la boîte Solo SS, il me prend, il me soulève. Il dit, petit, comment tu as eu cette idée de donner des émotions aux gens en sortant le t-shirt de Gbagbo et celui de Alassane Ouattara? J'ai dit, non, c'est une inspiration que j'ai eue comme ça. Donc ça, c'est l'un de mes scénarios qui m'a plu. Et puis après, il y a eu plein de scènes comme ça. Où tu as aussi fait sortir une nappe de prière avec un bouloir, je crois, dans une boîte de nuit aussi. Tu as commencé à prendre tes ablutions. Oui, on était en plein mois de Ramadan. On était en plein mois de Ramadan. Et je me suis dit qu'il fallait faire un truc par rapport à la période qui se passe. Donc, on rentre dans le mois de Ramadan. Et puis, bon, je suis arrivé dans une boîte de nuit. Dans la mallette, il y avait un peu de baka, de la bouillie, et puis avec du wami. Donc, je sors. C'est l'actualité, hein, Nyomi avec les. Moi, j'ai fait ça 15 ans avant. 15 ans avant. Ok, c'est clair, tu étais un visionnaire. Ouais. Ahmed Chala vit maintenant en Europe. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'installer en France? Oh, ce qui m'a amené à vivre en France, c'est que j'ai voulu essayer l'aventure. Aujourd'hui, franchement, les choses se passent bien. Ça n'a pas été facile au départ. Habiter chez un cousin, après, tu sais, c'est l'Europe. Hein, tu surfes là-dessus rapidement, habiter chez un cousin comme ça. Non, parce que quand tu viens et puis tu n'es plus avec madame, que tu dois peut-être... Mais prends ton temps quand même. Explique un peu, nous, quand tu arrives, tu vis où? Dans quelles conditions tu as vécu? Ta séparation avec ton épouse? Va doucement. Je ne sais pas pourquoi tu n'assumes pas ta vie, au fait. J'ai pas cette impression, sincèrement. Hein? Monsieur Guillaume Vergès, dans la vie, ce n'est pas tout on dit. Ce n'est pas tout on doit savoir. Et pourtant, l'esprit de cette interview, c'est ça aussi. Oui, je suis d'accord avec vous. Chacun de nous est libre de dire ce qu'il veut de sa vie. Moi, je suis une personne, j'ai été blessé par mon amour, donc je n'aime pas parler de mon amour. Voilà, j'aime pas parler de mon amour. Voilà. Donc, du coup, ce que je veux dire, quand j'arrive en France, j'habite chez mon cousin. Quand j'habite chez mon cousin, il me prend bien, on est dans une chambre salon, et lui, il est avec sa copine. Moi, je tue le canapé, même si c'est un canapé de luxe. Moi, je ne suis pas habitué à dormir au salon. Je m'habitue à ça. Je cherche du travail, je ne trouve pas. Parce qu'en venant en France, il fallait chercher du travail, il fallait se nourrir. Ici, on n'est plus boucantier, on ne fait plus le malin. Tu laisses ta voiture en Afrique, tu refais si ta vie à zéro. Heureusement que je viens avec une petite économie. Donc, je passe un diplôme dans la sécurité incendie, qu'on appelle le SIAP en France. Et puis, j'ai le diplôme. Mais avant d'avoir le diplôme, je galère parce que pour moi, ma galère, c'est ça. Le fait de ne pas être chez moi, de rester chez les gens. Quand les gens se réveillent, tu es obligé de te réveiller. Tout ça, ça peut jouer. Tout ça, on peut appeler ça des galères. Et puis, pour moi, ça a été une galère. Donc, je voyais les gens en bordure de route qui n'avaient pas de chez eux pour dormir. Et puis, je voyais que moi aussi, quand je dors, les gens font du bruit. Mais, je me dis, c'est l'aventure. Donc,
C'est ainsi que... Oh, attendez, pardon. Je ne sais pas si c'est qu'en Afrique, nous sommes habitués à des distances qui ne sont pas loin. Deux plateaux, pour aller aux deux plateaux, pour aller à Makori, c'est pas loin. Pour aller à Niangon, c'est pas loin. Pour aller au Vallon, c'est pas loin. Mais quand tu viens ici et puis tu dois aller au travail, ou du travail, ton travail, ça te met 1 heure du temps, 2 heures du temps. C'est là que tu commences à comprendre que tu es vraiment à l'aventure. Parce que le système ici, tu ne peux pas partir au travail avec la voiture. Je suis obligé de stationner ta voiture à la gare de chez toi et puis à l'entransport. Donc ça a été une vie vraiment difficile. Après, j'ai eu un boulot à côté de chez moi. Et puis j'ai travaillé dans ce boulot. Et puis après, j'ai commencé à m'investir dans d'autres business. J'ai commencé à faire partie des véhicules à Abidjan. Et puis Dieu merci, aujourd'hui, les choses vont un peu bien. Il t'est arrivé de vouloir abandonner? Il n'y a pas un aventurier qui va dire qu'il n'a jamais voulu abandonner. Parce que c'est difficile, parce qu'ici, on n'a pas d'amis, on a des connaissances. Parce que si tu as un problème que tu expliques à quelqu'un, la personne, tu penses que la personne va te venir en aide. Il va t'écouter, mais il va dire, je te rappelle, il ne pourra rien faire pour toi. Et après, c'est le même qui va aller te parler mal de toi dehors. Donc, mais toi, dans ton cas particulièrement, excuse-moi, quand même, tu viens d'une famille qui pas aisée, mais tu viens d'une famille qui a le minimum vital. Tu étais avec tes parents, ta mère est dans le commerce, tu aurais pu être dans le commerce, tu avais une vie d'artiste. Du jour au lendemain, c'est vrai que tu viens pour une histoire sentimentale dont tu ne veux pas parler en profondeur. Ça t'emmène en Europe. Oui. Est-ce que tout de suite, on ne se dit pas, mais j'ai tout laissé, je peux retourner, au moins il n'est pas tard? non, pour moi, on peut appeler ça l'orgueil et puis un pari. Ahmed Chala, c'est l'audacieux. Ahmed Chala, c'est quelqu'un qui ne compte pas sur ses parents. Donc, moi, je me vois mal en train de prendre mon téléphone pour appeler maman pour dire, maman, j'ai besoin d'argent. Elle a essayé une fois. Elle m'a appelé un jour, je me rappelle. Elle m'a dit, pour tes papiers, si tu as des problèmes, dis-moi. Je vais t'envoyer de l'argent pour que tu puisses acheter des papiers à quelqu'un. J'ai dit, maman, il faut laisser tomber. Aujourd'hui, j'ai mes papiers. Donc, vous voyez, M. Guillaume Vergès, je suis une personne qui n'aime pas compter sur les parents. Donc, imaginez comment ça... C'est comme ça que je suis. Je suis comme ça, très C'est vrai que tu veux te construire tout seul, mais voilà, quel est le prix que tu en as payé? Ah, j'ai pris beaucoup, j'ai pris cash, mais je suis fier de moi. Parce que quand j'ai mon argent aujourd'hui, je ne vais pas appeler quelqu'un pour dire j'ai envie de payer ça, mais j'hésite parce que c'est un peu cher, je me fais plaisir. Je me fais plaisir parce que c'est ça en fait la vie. Je me dis c'est ça un homme, ne pas compter sur les autres. C'est de compter sur soi-même. Quand je marche comme ça, avec les épaules, je sais que j'ai confiance en moi. Je suis fier. Justement, ça permet de faire la transition parce que ça t'a permis de sortir quelques années après un single Yeramayera. Ouais. C'était la résultante de toutes ces expériences. Voilà, oui. En fait, le Yeramayera parlait un peu de ma vie, de mon parcours un peu en Europe, de mon aventure. C'est que c'était, au début du morceau, je dis, quelle que soit tes réalités, quel que soit le niveau de vie que tu mènes, quel que soit le boulot que tu fais, il faut être fier de toi. Que tu sois ouvrier ou maçon, il faut être fier de toi. Parce que moi, je suis passé par là, par des petits boulots pour être où je suis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis devenu indépendant. Je ne dépends pas de quelqu'un. Si je veux, je travaille. Si je veux, je ne travaille pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis fier de moi. Donc, c'est ça, il est sorti le Yeramayera. Dieu merci, j'ai fait le featuring avec 16 Beno, un petit frère que je salue au passage, qui a été très gentil, qui a fait le featuring avec moi. Et puis, bon, on a fait le clip à Paris, à la place Vendôme. Le clip s'est tellement bien passé. Ouais. Justement, avant, tu as parlé de 16 Beno, on t'a vu faire un scénario de ouf lors de son concert à l'Élysée-Montmartre. Tu viens avec le KFC, avec... Comment est-ce que cette idée-là aussi t'est venue? Et franchement, tu as explosé ce jour-là. Oui, M. Guillaume Benassa, j'ai dit ici un acteur dans l'âme. Je suis un artiste. Je suis un visionnaire. Et avant que le coronavirus n'arrive, le jour de la scène de 16 Beno, j'avais porté un masque à gaz. Mais c'était un masque qui ressemble, il est semblable à celui du coronavirus aujourd'hui. Je suis arrivé avec ça sur scène, et puis j'ai mis un seau de KFC dans la mallette, parce que je me suis dit, les gens vont à des concerts pour faire la queue pour rentrer. Ils sont à des concerts, le concert peut démarrer à 18 h pour finir à 21 h. Les gens n'ont pas mangé. Donc je prends un seau de KFC. Ton seau allait nourrir 1500 personnes? Non, je voulais donner aux gens qui étaient Non, j'ai nourri ceux qui étaient les VIP qui étaient devant. Tu as vu comment les gens se battaient au cou de la scène? Le seau family, il y a combien de morceaux? Il y a que 16 morceaux, arrête un peu avec ça. Non, j'ai pris le plus gros pot. J'ai pris celui de 23 €. Les gens avaient faim. Mais il y a combien de morceaux dedans? Il y a 16 morceaux. Non, il y a plus, il y en a plus. Donc tu as nourri combien de personnes ce jour? Ah, je pense que les gens ont mangé. Je pense que les gens ont mangé, les Ivoiriens, les Maliens, les Guinéens qui étaient en bordure, qui étaient au VIP, qui voulaient des morceaux, ça criait. Même les caméramans des télés voulaient manger. Ah ben ça là. Oui. Allons doucement. Comment tu te définis toi? Moi, je me définis comme une personne très spéciale.
Donc, pour une personne spéciale comme ça, il faut qu'il ait des amis qui sont comme lui, qui le prennent comme il est. Mais c'est une personne très adorable, mais très sensible. Voilà pourquoi j'ai des choses auxquelles je ne rentre pas dedans. Voilà, une personne saine, mais très spéciale. Je suis une personne, j'aime la joie, j'aime pas qu'on se foute de ma gueule. J'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Et je ne sais pas si je suis obligé de parler de ça, mais je suis obligé de parler de ça. Hier, j'étais en soirée avec toi. On a discuté, on était avec des amis. Et à un moment donné, j'étais un peu calme, j'étais dans mon coin. Mais c'est parce que je voulais éviter certaines choses que souvent, je suis calme dans mon coin en fait. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un, j'observe beaucoup. Mais je suis quelqu'un de très gentil. Ta sensibilité, justement, t'a amené à aborder un sujet d'actualité récemment. Lors du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, tu as demandé lors d'un direct, tu as exigé, tu as demandé, tu as soumis la requête selon laquelle tu souhaiterais qu'on fasse une autopsie. C'était pas fort quand même, comme initiative? Moi, je pense que les grandes douleurs sont muettes. Mais celle qui m'a transpercé il y a quelques semaines, c'est celle d'Ahmed Bakayoko. Parce que Ahmed Bakayoko, on était liés d'une certaine manière, mais je ne le savais pas. Parce que moi, je suis Bakayoko, lui, il était Bakayoko, paix à son âme. À l'époque, mon nom, j'utilise pour aller dans les boîtes de nuit, je fais des folies. Le DJ m'appelle le fils de l'autre, Ahmed Bakayoko. Je dis non, je ne suis pas son fils, parce que je ne suis pas un imposteur. Et puis, je laisse tomber le nom, et puis je prends Ahmed Chala. Et puis, comme ça, ce dernier-là part comme ça, brutalement. Mais avant qu'il parte brutalement, j'ai sorti mon Chacha Chalamou. Je suis invité par Zoumana Bakayoko, je suis Ahmed Bakayoko lors d'un anniversaire. Et puis, je suis à la salle d'attente. Il y a des boissons qui sont là. Je suis en train de me servir un verre. Je vois le ministre qui vient devant moi. À l'époque, il n'était pas encore ministre. Il vient me donner un coup de poing à l'épaule. Il me dit, petit, c'est toi qui dis que tu portes tes chaussures sincèrement cher. Tu sais ça là, c'est combien ça? Tu sais ça, c'est combien? Il me dit, c'est Beruti. Que c'est les chaussures qui font 5 millions. Je dis, non, grand frère, moi je ne peux pas me comparer à toi, tu es un dur. Et puis on rigole, on se laisse. J'ai fini de faire ma prestation, moi je pars à la maison. Donc, c'est une personne qui m'a marqué, qui aimait les hommes, qui aimait les jeunes, qui aidait les gens. Moi, personnellement, elle ne m'a jamais aidé. Mais j'ai eu l'impression, au cours de ma vie, à un moment donné, je me dis que si j'ai les moyens, je vais être comme ce monsieur. J'ai l'impression qu'en fait, le jour où on a dit qu'il était décédé, c'était comme si il avait apparu dans ma vie. Jean, il me dit, petit, il faut parler. Je sais, je connais le poids de ce que j'ai dit, les conséquences. Mais je ne sais pas, c'était plus fort que moi. Je fais la vidéo et puis je dis, un vélo se gâte, on essaie de réparer. Une voiture se gâte, on essaie de réparer. Si on ne peut pas la réparer, on change de voiture. Mais une personne tombe malade, on essaie de soigner cette personne. Si on n'arrive pas à soigner cette personne va mourir. Mais mourir facilement et bêtement et brutalement, c'est ça qui me fait mal. Je n'ai pas accusé le pouvoir en place, je n'ai pas accusé Soro Guillaume, je n'ai pas accusé le président Alassane Ouattara. C'est parce que la mort du président, de Ahmed, du ministre, m'a choqué. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça encore. Mais je suis choqué, c'est comme si en fait, je me sens obligé de parler de ça. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer ce que je suis en train de dire. Pour toi, sa mort n'est pas naturelle? Bon, moi je peux dire qu'elle n'est pas naturelle, en même temps je peux dire qu'elle est naturelle parce que je suis croyant. Je suis fils de musulman, je suis pratiquant. Chez nous les djihadistes, on dit Allah Lokadi, Allah Lokata. Mais je suis choqué. Actuellement, j'ai comme si je suis le fait du choc. Pourtant, ce n'est pas mon père. Mais pourquoi j'ai demandé une autopsie? Pourtant, ce n'est pas mon père. Je ne comprends pas pourquoi je dis ça. Je ne sais pas. Il y a des gens qui vont me prendre pour un fou, pour un malade, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je suis sur le fait du choc. Peut-être après, ça va passer. Je demande encore, je profite de ton micro pour demander pardon aux gens que ça a choqué ce que j'ai dit et que ça choque ce que je suis en train de dire encore. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Je ne sais pas pourquoi je le dis. J'ai mal parce qu'il est parti brutalement. Il est parti facilement. C'est quelqu'un qu'on a toujours rêvé de le croiser. Il a aidé plein de jeunes. Et puis, ce qui me travaille plus, c'est que je peux vous donner ma pièce d'identité française. Mais on a le même nom. Oui, Chala, donc ça me fatigue. On est liés. On sait que tu t'appelles Ahmed Bakayoko. Bakayoko Ahmed à l'état civil.
On n'a pas besoin d'illustrer avec ta pièce. Voilà. Non, mais non. Parce que je comprends. Je suis pris par l'émotion de ce que je Oui, mais l'émotion. Parce que les gens on te croit, hein. Excuse-nous, mais on te croit. On va s'intéresser rapidement pour terminer à ton train de vie. On dit que les gens viennent en Europe pour se chercher, avoir de l'économie et aller investir. Mais apparemment, toi, tu es venu te chercher pour payer des vêtements parce que apparemment, c'est ça aussi ta passion. Combien tu investis dans les habits par an? Oh, je peux pas dire un prix exact, mais franchement, moi, je ne suis pas trop de vêtements de luxe. Je ne paye pas trop de vêtements de luxe, mais je paye des chaussures de luxe. Parce que j'adore les chaussures. Parce que pour moi, quand on voit une personne, c'est la fondation qu'on regarde, le bas du pied. Quand on voit le pied, il y a un respect. Je suis beaucoup chaussures. Je suis beaucoup chaussures. Les habits, souvent, je porte peut-être des trucs de marque, des trucs comme ça, mais pas trop cher. Peut-être une chemise peut-être à 200 euros, 300 euros, 400 euros, mais des chaussures, je suis capable de mettre au moins 5 000 euros, 6 000 euros dans une paire de chaussures. Donc, par mois, toi, tu dépenses combien dans les habits? Que ce soit chaussures, chemises et autres. Comment on peut l'entendre? En tout cas, tout ce qui est habits, tu mets combien par mois là-dedans? Je pense que je ne peux pas dire un prix exact, mais je sais que ma dernière chaussure que j'ai achetée sur Internet par rapport au confinement, parce que le confinement, tous les magasins sont fermés, elle m'a coûté le budget d'une école en C'est là, sans Somalie. sérieux, on n'est pas sur un plateau de boucantier là. Ta chaussure t'a coûté combien? Je ne peux pas dire le prix, mais ça m'a coûté excessivement cher. J'aurais aimé une fois au moins que tu avances un chiffre. Hein. Non, je ne dis pas le chiffre, mais elle coûte cher. Elle peut aider les gens en Afrique. Ok, Chala, par mois, tu dépenses combien dans les habits? Je ne peux pas dire le prix parce que je vais t'arrêter. Attends, il en faut tout pour que tu fasses rigoler les gens. En fait. Non, je ne peux pas dire le prix de ce que Tu n'as je pas mets. l'impression d'avoir raté ta vocation en devenant artiste coupé-décalé? Je pense que je devais être un acteur de cinéma. Mais pourquoi justement tu n'intègres pas une école ou bien pourquoi tu ne t'engages pas à faire des films? Non, mais là, je suis en train de m'engager. Là, je suis en train de créer mon équipe pour faire une petite série parce que j'adore la caméra, je suis à l'aise quand je suis devant la caméra. J'aime bien, je veux être acteur. Et je le suis déjà. Parce qu'un artiste, c'est un acteur. Bon, on veut te voir camper des rôles quand même. Hein. Bien sûr, les rôles où je suis toujours bien. Moi, j'aime pas les rôles où je fais pitié. De toute façon, ça dépendra du producteur, du rôle qui voudra bien t'attribuer. À moins que tu sois le producteur de tes profils. Bien sûr, pour être producteur de film, c'est quoi? C'est juste des caméras, avoir une bonne équipe. Après, celui même qui est en train de filmer, je vais essayer de le corrompre, je vais le prendre sous mon aile. Hein. C'est quoi son salaire à la fin du mois? Je connais, je peux payer ça rapidement. C'est quoi le problème? On ne va pas rentrer dans ça. En tout cas, Chikimai, si tu peux, avec tout ce backstage en termes de matériel qu'ils ont investi, si tu peux pouvoir les corrompre ou bien, je ne sais pas, louer leur matériel, bah, non, moi, je vais acheter. Ok, bah vas-y. Je vais acheter. Tu n'auras pas à débourser moins de 20 000 euros en tout cas. Ça, je peux te dire au bas mot. Il n'y a pas de problème. Donc actuellement, tu pèses combien financièrement, toi? Si tu peux déjà te payer un matériel de 20 000 euros, c'est quand même Chala pèse très cher. J'aime pas dire ce que j'ai, mais je dis ce que je vaux. Ok, tu moi, vaux combien? je vaux ce que je vaux. Ce que je vaux, c'est ce qui me va. Il n'y a pas une part d'ombre dans ta vie? Une part d'ombre? Oui, parce que tu as du mal à parler de ta vie, même de tes acquis. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'ombre? Il n'y a pas quelque chose que tu as envie de cacher? Je cache rien. Bah si, au-delà du mystère, au cours de cette interview, sincèrement, tu as caché beaucoup de choses. Comme quoi? Bah, il y a une part d'ombre. Tu as du mal à faire ton récit de vie, par exemple. De vie. Moi, j'ai répondu à toutes tes questions, je ne sais pas. Vous m'avez parlé de ma femme, de mon ex. J'ai répondu que non, les gens ont les vies. Pourquoi je vais parler d'eux? Les gens auraient fait les vies, pourquoi je vais parler d'eux? Pas sur ce sujet spécifiquement. De toutes les façons, il y a eu pas mal de petites coupures. On voit que tu as surfé un peu sur la vague, mais ce n'est pas ça le plus important. Tes rapports aujourd'hui avec les artistes coupés-décalés? Très bon rapport. Quels sont ceux avec qui tu entretiens des très très bons rapports d'ailleurs? Je pense qu'il y a Diddy Stone, il y a Lino Versace, on s'appelle souvent. Il y a Borossanji, il y a un peu. Hein, justement, vous avez une association Open Mic, c'est ça? Ouais. Au niveau de l'Europe? Ouais, Lino est le président de cette association. Et comme par hasard, la plupart des artistes qui sont dans cette association, en tout cas la plupart, que ce soit Lino, que ce soit toi, que ce soit peut-être Boro et autres, ou bien Défalé, vous êtes un peu en conflit aussi avec Molaré. Comment ça s'explique? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est entre eux là-bas. Moi, je suis pas en conflit avec Mola. Hein. Vous avez des bons rapports On a de bons rapports, mais ça fait longtemps qu'on s'est eu au téléphone. C'est dû à quoi? Non, c'est dû à chacun son temps. Il n'a pas tout le temps. Mais moi, c'est mon gars, c'est mon frère. C'est même pas mon ami, c'est mon frère. On a grandi ensemble. Puisque tu en parles, c'est ton frère. Comment, selon toi, il vit toutes les accusations qui sont souvent portées contre lui?
Je pense que c'est quelqu'un de très solide, il est fort. Parce que les coups qu'il a pris, je ne vois pas un artiste de coupé décalé qui a pris ce genre de coups là. C'est le coup d'un jus. Franchement, il est fort. Pour moi, il est fort. C'est un monsieur qui se bat pour tirer toujours le pain du jeu. Quand vous étiez adolescent, tu lui prédestinais un tel avenir où il allait se retrouver un peu sur l'échiquier national avec de tels coups à prendre? Je sais pas, je sais pas. J'ai jamais pensé à ça qu'on a devenu des célèbres comme ça, des personnes dans notre coin très connues. Après, souvent, je regarde. Mais je pense qu'il y avait des indices quand même. Parce que pour des gens qui portaient des blouses pour aller en boîte, qui portaient des bottes pour aller en boîte, qui portaient des salopettes à l'époque, ça ne m'étonne pas qu'on soit arrivé à ce niveau-là, de célébrité. Ça, ce sont des faits assez anecdotiques tout de même. Mais je veux dire, Moulare, lorsque tu le voyais quand il était jeune, qu'est-ce qui était prédominant dans son trait de caractère qui pouvait dire qu'il est prédestiné à un tel avenir, selon toi? Selon moi, Maurice Soumaoro, c'était quelqu'un qui aimait toujours avoir la place du leader. Quelqu'un qui voulait toujours dominer les autres. Et moi, il n'arrivait pas à me dominer. Donc, ça faisait que j'étais devenu son meilleur ami dans le groupe. Donc, c'est beau qu'il pouvait voir ses amis comme ça et puis il va dire oh non, 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 toi tu es mal habillé aujourd'hui, toi tu ne vas pas avec nous. Pourtant, le gars, il a le même âge que lui, hein, et puis le gars ne va pas. Les gens avaient peur de mourir, il était le seul qui n'avait pas peur de lui. Mais c'est quelqu'un de très marrant, de très gentil. Après, il a ses défauts, il a ses qualités, hein, c'est comme je dis toujours. Hein. C'est quoi les qualités que toi tu lui reconnais? Qualité dans le milieu du showbiz, c'est un bon danseur. Il a donné des pas au coupé décalé. Et puis aussi... Non, qualité humaine. Hein. Qualité humaine, c'est quelqu'un de très gentil. Très gentil. Très gentil. Les défauts? Le défaut, quand il est fatigué, il devient agressif. Il parle mal. Mori, tu sais, je ne vais pas mentir. Quand tu es fatigué, tu parles mal. Après, mais ce que je retiens de toi, c'est que tu es quelqu'un de très, 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 très gentil. Mais quand tu es fatigué, tu parles mal. Donc, évite d'être fatigué. Donc, repose-toi un peu. On te retrouve quand sur la scène musicale avec un autre titre, Ahmed Chala. Bientôt après le coronavirus, parce que je me dis qu'après cette sale épidémie, quand elle va passer, on pourra faire la promotion normalement. Parce que quand tu sors une œuvre musicale aujourd'hui, tu fais la promotion comment? Tous les endroits sont fermés, les radios, tout est compliqué. Donc moi, je peux faire attendre, quoi. Je ne suis pas pressé. On a tout le temps. Si Dieu nous donne la chance d'être encore en vie, on peut sortir un truc, mais pas dans la période du Covid, là, c'est compliqué. On ne peut pas terminer cette interview sans un scénario. Qu'est-ce que tu nous as prévu là, Ahmed Chala? On ne termine pas ça. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dedans aujourd'hui, parce que là, j'avais déjà sorti un parfum parce qu'il faisait chaud. Bon. Peut-être que tu as pensé à nous ramener du KFC parce que ça... Non, aujourd'hui, vous n'allez pas manger. La journée, on a tourné. Non. Tu as vu ça? Tu as vu? Bah, c'est un beau message. Humilité, le pardon n'est pas une faiblesse. Paix en Côte d'Ivoire, Ahmed Chala. Bah, vous avez vu les leaders politiques qui sont sur ce visuel. C'est un message d'Ahmed Chala. Est-ce que c'est important pour toi de porter un tel message à la nation ivoirienne? Super important, M. Guillaume Vergès, parce que je me dis, en tant qu'Ivoirien, c'est très important de parler de paix. Parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, a traversé une période de guerre. Pour moi, en tant qu'artiste, ma voix, c'est de parler de paix, c'est de prôner la paix en Côte d'Ivoire. Et je me rappelle, il y avait un groupe Zouglou qui était en France ici, en spectacle. J'ai sorti cette même photo. Les gens ont pleuré de joie parce qu'on était dans une période encore où on a voulu rentrer en conflit. Donc pour moi, en tant qu'artiste, mon rêve, c'est que les Bété, les Dioula, les Burkinabés, les Guinéens, chez nous-mêmes en Côte d'Ivoire, je veux qu'on soit ensemble. On soit ensemble. Que la paix règne en Côte d'Ivoire. Parce que moi, s'il y a la guerre en Côte d'Ivoire, qui va regarder mes habits? Regarde, qui va regarder mes habits, M. Guillaume Vergès? Qui va regarder mes habits? Merci Ahmed Chala. En tout cas, nous avons reçu sur notre plateau un personnage assez énigmatique qui ne laisse personne indifférent de par ses jeux de scène, de par ses différents scénarios. Ahmed Chala, artiste, acteur du coupé décalé. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous allez prendre plaisir à suivre cette interview. Que Dieu vous garde. Guillaume Vergès. Merci à l'équipe de Chic Image. Tu veux dire un dernier mot? Tu veux qu'on termine par ça, tu veux? Je pense que j'ai tout dit. Ouais. J'ai tout dit et puis je dis merci à Tu People
de m'inviter à cette émission. Et puis, je pense que ma chaussure qui s'appelle Korotoum, c'est une fille Djoula. Il sait qu'elle a aimé l'émission. Donc, vraiment, je suis content que Korotoum participe à l'émission. Elle est Djoula de Séguéla, Korotoum. Et Korotoum, dis au revoir à tonton Guillaume Vergès. Au revoir, Korotoum. Séguéla, c'est une ville qui me rappelle pas mal de souvenirs. C'est là-bas que j'ai fait mon cycle avec Chala. Tu peux t'asseoir un peu, je vais conclure rapidement. Non, tu t'assois le temps que je conclue, s'il te plaît. Parce que tu m'as rappelé pas mal de souvenirs avec Korotoum qui vient de Séguéla. C'est au lycée moderne de Séguéla que j'ai fait la 6e à la classe de 3e. Et donc, le Ourodougou et moi, c'est une partie de mon histoire. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette interview. Que Dieu vous garde. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur actupeople.net. Partagez au maximum nos différentes interviews si elles vous ont plu. Et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube actupeople.net. Toujours sur image avec Billy Stone à la réalisation. Ciao, ciao.